Bonjour Cécile Comics et aujourd'hui je vais vous parler de Batman sous toutes ses formes, dans tous ses états, pour essayer de vous donner les 5 raisons pour lesquelles je pense que Batman a le meilleur design de chez DC. Alors dans cette, superbe pin-up de Joe Quesada, dans laquelle on voit toutes, enfin en tout cas beaucoup d'itérations du personnage, on peut voir, que ce soit en étant toujours Bruce Wayne ou sous d'autres identités, Batman, s'est présenté au lecteur sous différents costumes, avec différents designs, que ce soit dans les comics ou dans d'autres médias et ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était de revenir sur un petit peu ces 5 raisons, 5 éléments caractéristiques de ce design de Batman qui font que, pour moi, ça en fait, le design le plus puissant ou en tout cas le peut-être le plus reconnaissable, et ce qui en fait aussi, toute la force, en tant que personnage de comics. Donc la première raison, bah, si vous avez vu ma vidéo sur Wolverine, vous savez que j'ai parlé de la silhouette d'un personnage et c'est vrai que la silhouette, c'est quand même un élément de design extrêmement important. C'est ce qui permet, de vérifier même des fois que votre design, il a une certaine force, par rapport à quelque chose de trop plat. Si vous prenez par exemple un simple personnage à forme humanoïde avec une cape, et ben, ça peut être la silhouette de plein de personnages, aujourd'hui dans les comics. Même des personnages comme Spider-Man, par exemple, qui peuvent avoir une physicalité particulière, bah, aujourd'hui, ça pourrait être Spider-Man Peter Parker, mais ça pourrait être Miles Morales. Sous certains angles, ça pourrait même être Daredevil ou même, Diablo si on ne voit pas bien les doigts. Donc voilà, donc c'est ces éléments-là qui font que, souvent déjà un design commence à devenir connu par cette silhouette et c'est le cas pour Batman. J'ai mis 3 représentations ici. Le design qui avait été utilisé pour la série animée, là, c'est la saison 3. On a, le dessin de la nouvelle série, Batman, avec Matt Fraction au scénario et Jorge Jiménez au dessin. Et puis on a cette image de David Mazzucchelli, qui a été, dessinée pour, faire la couverture, de l'album Batman Year One et dans les 3 cas, on voit bien immédiatement et on reconnaît immédiatement Batman avec des éléments, bah, je vais dire très classiques et notamment le masque et à tel point en fait, qu'en fait il ne suffit plus de grand chose aujourd'hui pour l'identifier. C'est que j'ai essayé de pour vous prendre ici, 3 représentations quasi presque abstraites du personnage. Donc à gauche, on a Mike Mignola qui avait fait cette pin-up pour, Batman Black and White. Au centre, on a un dessin de Joke et puis, récemment un dessin de Chris Samnee dans lequel on a carrément que la silhouette en blanc. Et pour autant, on sait exactement qui on a en face de nous. Donc, là encore, cela montre la puissance quand même de ce design qui en quelques traits peut être suggéré, et n'a pas besoin de beaucoup de choses, en fait. Donc évidemment, les éléments, les plus caractéristiques dans les designs de Batman sont connus de tous, hein. Je vais pas vous apprendre grand chose. Il y a évidemment le masque avec ses oreilles pointues. Il y a le logo aussi, qui va être travaillé sous différentes formes avec différents designs. On va avoir les fameuses pointes, au niveau des gants et on a la fin de la cape aussi, qui a évolué au fil des années, mais dont ici on a la représentation la plus classique. Et puis dans certains cas, on a aussi, 2 autres caractéristiques qui sont la fameuse ceinture, l'utility belt, donc la ceinture avec les différents gadgets, donc là qui est dans sa version la plus classique et aussi un autre point, qui est, alors qui varie beaucoup selon les artistes, mais qui est souvent, finalement cette tête très rectangulaire, qui est formée par la cape et qui permet en fait d'accentuer la prolongation, enfin d'accentuer un peu cette silhouette au niveau du masque et des oreilles. Donc à partir de ces éléments-là, on voit qu'au fil des années, différents artistes ont pu, se les réapproprier et travailler un petit peu là-dessus. Par exemple, dans le Batman Beyond en haut à gauche, on garde, évidemment les oreilles pointues, mais le masque est légèrement différent. On va aussi garder les pointes au niveau des bras, mais la cape est différente aussi. Dans la version de Mike Mignola ici, très pulp, bah, en fait, là encore, le masque sera gardé, mais on va pouvoir rajouter des éléments qui rappellent plus des vêtements. En fait, la version de Paul Pop à droite aussi travaille, les oreilles un peu différemment et le masque aussi, mais on trouve la ceinture, aussi caractéristique. Dans la version de Kelly Jones, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Là, c'est surtout les pics, tout ce qui est pic qui est accentué, donc surtout au niveau du masque et des gants.
Là, cette version qui était dans un des univers parallèles, à l'époque du New 52, même chose, en fait, on a juste le design du masque et le logo qui permettent, immédiatement identifier le personnage. Et puis dans la version la plus extrême, qui était, l'armure, que portait, Jean-Paul Vallée à l'époque où il a incarné Batman pendant la période où il a été, où Bruce Wayne avait le dos brisé. Bah, là, en fait, même là, dans cette version la plus, exagérée et sans doute détestée par beaucoup de fans, on retrouve quand même des éléments comme ceux de la cape, des pointes au niveau des gants et le masque. Et ça, on peut voir que DC s'est amusé avec ça et les artistes se sont amusés avec ça, à chaque fois aller rechercher les façons les plus, originales ou différentes de représenter. On avait cette saga dans laquelle, Bruce Wayne allait, devoir, revenir à la vie, on va dire, à travers, plusieurs époques. Je crois que c'était après Final Crisis. Et donc on avait la version western, on avait la version, préhistorique où il était carrément, habillé avec une peau de chauve-souris géante. Et puis on avait cette version de Batman pirate aussi qui a été, un titre qui était, en tout cas, une histoire qui était représentée. Et encore une fois, on peut voir que 2-3 éléments suffisent pour rappeler le personnage. Bien souvent, on est du côté du masque, mais on le voit que dans la version cow-boy ou homme des cavernes, c'est pas exactement le même masque qui est représenté et pour autant, en un coup d'œil, on reconnaît le personnage. Alors la quatrième raison, en tout cas la deuxième raison plutôt, qui fait que je trouve que le design de Batman est vraiment un des meilleurs, voire le meilleur, c'est que en fait, c'est un design qui est facile à évoquer à travers les costumes des autres ou différents gadgets. Ce qui fait qu'on a très vite finalement la notion de lien avec le personnage. Alors le plus évident, c'est évidemment les personnages qui gravitent autour de lui, qui font partie de la Bat Family. Donc Batgirl, c'est une des plus connues, hein, puisque son costume est clairement dérivé, de celui de Batman, même s'il y a eu des différentes versions. À droite, vous avez la version, 1re, une des versions les plus anciennes et un peu classiques, et puis jusqu'à des itérations plus récentes. Même la version, au centre, où le personnage a carrément le visage entièrement recouvert, était très, tout en noir et cetera. On retrouvait, presque toutes les caractéristiques du costume de Batman en lui-même et notamment l'utility belt. Donc on a immédiatement, encore une fois, cette identification que les personnages qui arborent ces éléments-là font partie de la Bat Family, voire ont un nom, en relation avec Batman. C'est aussi le cas de ces 2 versions de Batwoman, la plus récente à gauche, Katie Kane, et puis, la plus ancienne, si je me souviens bien, c'était Katie Kane. J'espère que je me trompe pas, désolé, dites-le moi en commentaire. Donc voilà, 2 personnages qui, encore une fois, reprennent quelques éléments, même en s'éloignant du schéma de couleurs. Et là, c'est le cas des 3 et notamment du troisième qui est, personnage, je crois qu'il s'appelait The Signal, qui était, Lucius Fox Junior. J'ai pas trop lu ce run-là à l'époque, mais pareil, qui est une espèce de sidekick qui, va travailler avec Batman et encore une fois avec un costume très, très différent, mais dont on retrouve quelques éléments, encore une fois, emblématiques comme au niveau du logo ou, des petites oreilles. À l'inverse, les personnages de la Bat Family qui se sont affranchis, ou en tout cas qui ont voulu s'affranchir de l'autorité ou de l'image de Batman, ont opté plutôt pour des costumes qui sont, vraiment en rupture, ou en tout cas qui, si elles gardent quelques points communs, sont très légers. Donc on peut retrouver, une forme d'utility belt, mais que ce soit Nightwing à gauche, Robin au milieu ou, Red Hood, il y a une démarcation importante qui se fait quand même, notamment le fait que les éléments les plus, symboliques, du costume, donc le masque, les oreilles, le logo au centre, les pointes sur les bras et la cape, même si Robin a aussi une cape, qui dans certains cas de design évoque un petit peu, aussi la cape de Batman, mais lui il a entre guillemets «l'excuse», de l'oiseau pour, pouvoir, entre guillemets «justifier» cette forme de cape. Dans tous les cas, ces personnages-là, se sont éloignés véritablement de ses fondamentaux et ça montre à quel point en fait, ils sont très présents et ils associent immédiatement le personnage, donc sans doute pour éviter d'être appelé, bad boy. L'autre force aussi je trouve, là-dedans, c'est qu'en fait finalement n'importe quel véhicule peut être,
très vite identifié comme étant un véhicule de Batman avec quelques éléments. Alors dans la Batmobile, il y a eu plein de versions de la Batmobile. J'en ai retenu 2 ici, mais très vite on voit que la présence de ces espèces d'ailerons rappelant la cape, suffisent. Dans l'ancien modèle, on avait carrément une espèce de bélier, devant la carrosserie qui, représentait un peu le masque aussi. Et puis dans les versions récentes, on a la moto aussi qui, par ses lignes, très pointues encore une fois, va évoquer le personnage, même s'il y a encore il y a aussi le logo qui aide beaucoup. Mais voilà, c'est une façon, très simple et on le retrouve sur tout un tas d'autres choses. L'avion, évidemment le Batplane, ici dans son design qui est inspiré de la version de Tim Burton, enfin du film de Tim Burton. On a le bateau qui est la déclinaison de la voiture de la série, Batman, des années 60 aussi, qui là encore une fois avait, par son schéma de couleur et puis son petit aileron à l'arrière, évoqué le design du personnage. Et puis même le Batcomputer, dans la Batcave, a cette espèce de 2 petites, cornes, juste au-dessus. Alors c'est un des nombreux designs, hein, mais je ne sais plus dans quelle, version j'ai trouvé ça, mais c'était, une version intéressante qui, finalement, montre à quel point, Batman tient à sa marque et donc essaie de loger à chaque fois des éléments de design qui rappellent son costume et son look. Autre raison et autre force de ce design, c'est que son schéma de couleurs, varie selon la tonalité du personnage et c'est là où, encore une fois, les artistes peuvent se faire plaisir avec ça et proposer des versions du personnage qui sont assez différentes. Par exemple, dans la ligne du haut, vous avez, le schéma assez classique, du personnage qui va avoir sa cape et sa cape, son masque et ses gants, ses bottes et son petit slip bleu et le reste du costume plutôt dans un gris clair, voire dans un bleu clair ou un bleu gris. Et c'est là où on voit notamment dans la version animée de The Brave and the Bold ou dans la version avec Adam West, on essaie de donner au personnage ce côté plus lumineux, un petit peu moins inquiétant, on va dire, et on va le voir plus tard, par rapport aussi au style de design. Mais voilà, ce schéma de couleur qui a été le schéma de couleur de Batman pendant très longtemps, et sans doute qui est celui qu'on a vu le plus sur les produits dérivés et considéré, même si ce n'est pas tout à fait le cas, comme le schéma de couleur de base. Mais on a vu au fil des années, on est revenu dans quelque chose de plus sombre, donc plutôt dans ce qu'on a dans la ligne de dessous. Alors, ce qui est intéressant, comme je le disais, c'est que un peu dès le départ, on était sur des couleurs un peu plus sombres dans Batman, avec même des gants violets aussi. Mais, ça la version vraiment très colorée bleue est arrivée au fil des numéros, petit à petit. Mais on a eu surtout, la version de Batman année 1, encore une fois, ici avec David Mazzucchelli au dessin, en deuxième case en bas, qui a ramené en fait ce design qui était jugé le plus réaliste, donc avec du noir et du gris. Et ce noir et gris en fait, va être vraiment un design très signature, même dans la série animée Batman dans la troisième saison, ils vont l'utiliser. Et puis évidemment, dans la version Justice League de Zack Snyder, pour Ben Affleck avec ce costume-là qui est lui aussi directement inspiré, vous l'aurez reconnu en haut à gauche, du Batman de Frank Miller dans Dark Knight Returns. Ce sera repris par Jim Lee aussi, par Greg Capullo après, comme vous le voyez, un peu plus tard. Il y a une version aussi, qui est intéressante, c'est celle finalement où la bascule s'est faite vers un costume intégralement noir avec juste un logo jaune. Donc, de mémoire, c'est une période, je crois, qui s'appelle, enfin, c'est une espèce d'arc qui s'appelle Contagion, hem, où Batman justement après, avoir eu le dos brisé revient, petit à petit et le costume l'aide à justement à être renforcé et je crois qu'en termes d'années, ça correspond à en tout cas, c'est un peu la même période que le Batman, justement qu'on voit en bas à gauche de Tim Burton, qui est la 1re itération, parce que dans la version Batman Returns, il a un costume un petit peu plus bleu et avec un logo un peu différent. Mais là, c'était la première apparition, dans le film avec le Joker et là, on est sur un costume intégralement noir avec un logo très visible jaune. La version de Val Kilmer, elle était, un peu difficile, à évaluer, mais principalement une espèce de bleu foncé, mais tirant vraiment sur le noir. Mais après, depuis la version de Christian Bale et celle, plus récente en fait avec Robert Pattinson, on est sur un costume qui est majoritairement noir, voire un gris très foncé. Donc on n'est pas du tout dans les teintes, bleutées traditionnelles ou en tout cas plus, connues
on va dire dans l'imagerie de Batman à la base, on est vraiment sur cette recherche d'un Batman, plutôt ancré dans les ténèbres, plutôt ancré dans du noir et du gris. Une petite pause pub pour vous, rappeler, si vous ne l'avez pas déjà vu dans une autre vidéo, que mon deuxième numéro de fanzine, Steel Comics Imprint est en ligne. Vous trouverez le lien dans la description et il est consacré aux séries de l'univers, Absolute de DC et je reviens sur, notamment des petites analyses graphiques de pages, des différentes séries que j'ai aimées et aussi un petit focus sur le Batman de Kelly Jones, justement, dont je vous parlais, qui entretient, selon moi, beaucoup de points communs avec, le Batman de Nick Dracota. Alors, avant-dernière raison pour laquelle je trouve que le design de Batman est quasi parfait, c'est qu'en fait, il peut varier selon le genre auquel on veut assimiler Batman. C'est un personnage qui a toujours navigué entre plusieurs genres et là, en l'occurrence, je vous mets 3 illustrations qui représentent le côté super-héros classique de Batman. Donc, qu'on a connu pendant des années effectivement, qui était principalement la représentation, depuis, pendant le Silver Age, pendant le Bronze Age aussi. Vraiment même dans les approches, on va dire un peu plus sombres ou réalistes de Neal Adams, on gardait quand même cette idée d'un costume de super-héros traditionnel, moulant, avec, effectivement le slip coloré par-dessus et cetera. D'ailleurs, Superman a souvent été moqué, sur ça, mais Batman par contre jamais. Ça a toujours été un grand mystère pour moi. Mais là, en l'occurrence, c'est que ça reste quand même dans une représentation de costume de super-héros traditionnel. Là où en fait, on voit que, ce qui est faisable avec Batman et qui ne l'est pas avec d'autres, c'est que Batman peut aller dans d'autres dimensions et son costume est alors légèrement adapté ou beaucoup adapté par les artistes. Par exemple, lorsqu'on veut donner à Batman une dimension plus fantastique, bah, il suffit de travailler des éléments comme la cape à gauche, comme c'est le cas avec Todd McFarlane dans cette couverture ou travailler sur les côtés beaucoup plus pointus et inquiétants, comme l'a fait Kelly Jones, donc avec les oreilles, très longues et très pointues. On voit les doigts crochus, on voit cette espèce de structure dans le dos aussi, je vous invite à aller voir dans mon fanzine, j'en parle justement, de cet effet un peu qui fait dans le dos de Batman qui est assez génial et qui rappelle vraiment encore une fois celui d'Absolute. Et puis dans Arkham Asylum aussi, là cette représentation, presque vampirique en fait, presque fantomatique aussi, de Batman, je crois par Dave McKean ici, qui encore une fois avec, cette cape, avec les bouts recourbés qui rappellent encore plus la chauve-souris ou alors justement cette représentation du visage où on ne voit que les dents, voilà, ça permet d'accentuer ce côté fantastique. L'autre chose aussi, une autre façon d'approcher le personnage, c'est de l'imaginer vraiment comme un humain avec un gros budget illimité et qui décide de se faire un costume très tactique, de combat et donc là, on a les exemples à gauche de Libermero, par exemple, ou encore le jouet là qui représente le design du film, de Batman dans Justice League. Donc là, on a vraiment tous les éléments du costume, tactique, hein, à savoir un ensemble de plaques, qui viennent, se mettre, enfin qui viennent renforcer le corps, hein, en fait, sur les épaules, sur le torse, au niveau des cuisses. On voit vraiment comment tout a été pensé comme étant un costume, rappelant plus celui des forces spéciales, en fait, que de super-héros et c'était déjà un peu la philosophie, dans le jeu Batman, Arkham Asylum et puis, toutes ces, tous les autres épisodes qui ont suivi, où on avait déjà cette idée d'un costume renforcé, en Kevlar ou autre, mais qui permettait de crédibiliser le fait que le personnage, bah, allait prendre cher, mais n'allait pas, immédiatement crever. Et puis d'autres artistes ont tenté des légères variantes, notamment avec le côté un peu, j'allais dire, détective. Le travail souvent a été fait au niveau de la cape pour la transformer ou enfin la transformer presque en manteau, comme on le voit à gauche avec, je crois, Andy Kubert. Et heu et puis d'autres dans d'autres versions, que ce soit au centre, avec, Raphaël Grandpa, si je me souviens bien et Sean Gordon Murphy à droite, on a cette représentation qui reste un peu, super héroïque, mais qui est, j'allais dire plus pratique ou en tout cas on se rapproche plus d'une espèce de costume qui va être, mis par quelqu'un pour, je vais pas dire dans la vie de tous les jours, mais dans une logique beaucoup moins super-héroïque et beaucoup plus, presque de, ouais, entre le vêtement de combat, voire
le costume, presque, pratique, pour, se mouvoir dans une ville ou aller se combattre. Bref, bon, c'est un peu une version, entre 2 et le petit détail que je trouvais intéressant, c'était, chez Sean Gordon Murphy, c'est le côté du col, en fait, un peu, relevé qui a été repris d'ailleurs dans le film avec Robert Pattinson. Et enfin, la dernière raison qui, selon moi, fait que ce design de Batman, est vraiment, le meilleur de DC, c'est qu'il est adaptable dans tous les styles graphiques. Par exemple, là, évidemment, vous le connaissez dans une approche très classique de comics de super-héros. Donc on a, Tony Daniel à gauche, on a Jason Fabok au centre et on a cette image très connue de Jim Lee. Là, on est dans la représentation la plus classique et le costume de Batman fonctionne à pleine balle. Dans cette approche-là, il permet vraiment aux artistes de s'en donner à cœur joie dans la représentation la plus, à la fois très simple que permet le costume, d'un héros, d'un super-héros et en même temps, il leur donne de la matière pour pouvoir jouer un petit peu sur la posture, sur la cape et cetera. Mais ça fonctionne aussi vraiment parfaitement dans les différentes versions animées. C'est-à-dire que là, les travails de simplification des formes, que ce soit dans les gabarits, les muscles, ou même les designs de masques, là, on le voit ici. On a l'approche plus Bruce Timm à gauche, on a l'approche de la série, je crois que ça s'appelait Beware the Batman. Le nom de l'artiste m'échappe, pourtant ça a été un artiste de comics qui avait fait les designs, mais peut-être ça me reviendra plus tard. Aussi avait opté pour quelque chose de radicalement différent dans cette série dans lequel Batman était plus jeune. On le voit, le masque est beaucoup plus affiné, il a laissé tomber la mâchoire carrée pour quelque chose de beaucoup plus pointu, mais il respecte encore une fois les fondamentaux du costume. Et puis dans une version que j'adore qui est celle de la série animée The Brave and the Bold, qui tentait, hem, de garder à la fois un Batman, très carré avec cette mâchoire, aussi encore une fois carrée, et ce design, qui pouvait faire penser à celui un peu de Bruce Timm, mais qui proposait un Batman beaucoup plus lumineux, beaucoup plus fun, et qui là encore, bah, fonctionnait parfaitement et donc encore une fois, 3 approches de l'animation, 3 approches du design qui permettent, à chaque fois de quand même de reconnaître le personnage et dans les 3 cas, bah, il fonctionnait parfaitement. Un autre exemple aussi, c'est de voir comment différents artistes s'en emparent, notamment dans la série qui a été publiée en fait, alors elle a été, relancée il y a pas longtemps d'ailleurs et vous pouvez trouver même un omnibus aujourd'hui, qui sont les histoires Batman Black and White, donc en fait qui sont des histoires courtes, créées par tout un tas d'artistes différents. Ça va de Katsuhiro Otomo à ici, Rob Hines, enfin il y a vraiment presque tous les artistes un peu connus qui sont passés dessus. Et là j'ai mis ces 3 exemples. À gauche, on a Frank Miller qui fait un Batman, dans le style de son style graphique de Sin City et ça fonctionne très bien. On a Rob Hines dont je vous parlais, vous avez peut-être, alors un artiste pas très connu je pense et qu'on a un peu perdu de vue, et que moi j'avais découvert avec le rigolo, et assez fun mais complètement oublié sans doute, Batman Ninja qui était scénarisé par, Brian Michael Bendis et moi j'avais adoré à l'époque le style de cet artiste. Et puis on a le regretté Jason Pearson à droite, qui là aussi propose un Batman, presque plus cartoon, avec vraiment ces traits très exagérés et dans les 3 cas, encore une fois, le personnage fonctionne, il est immédiatement reconnaissable et on voit qu'on n'a pas l'impression d'avoir, que ces styles artistiques, vont dénaturer, le personnage. Et j'ai poussé le truc encore plus loin, toujours dans cette collection-là, avec des versions très parodiques, de Batman à gauche, qui font limite sortir de Mad Magazine. On a une autre approche aussi là au centre par Sean Phillips, beaucoup plus réaliste, on va dire, là vraiment dans le style de ce qu'il a l'habitude de faire sur Criminal par exemple. Et puis on a Michael Shaw à droite qui, là va carrément, aller plutôt côté, encore une fois animation, un peu aussi revenir à du Silver Age, donc tout en rondeur, dans le personnage et donc là, encore une fois, le personnage et son design supportent toutes ces designs, tous ces changements-là et on peut même aller encore plus loin avec, la représentation en manga, le fameux Batmanga, où le personnage, même si là encore il est très américanisé dans le design, on n'est pas du tout dans des mangas traditionnels, on va dire, mais le design fonctionne. Même chose pour ces, parodies qui étaient parues dans Mad, hem qui est là vraiment ramène le personnage dans un style, qui est vraiment celui
de Calvin et Hobbes, par exemple. Et enfin le Scott Young avec son style, très particulier dont moi je suis très fan et et là on représente un Batman presque dans la veine des Marvel Babies qu'il faisait. Et là encore, bah, le design fonctionne, le personnage, permet de, de proposer, à nouveau une interprétation variée. Et c'est véritablement ça, voilà, que moi je trouve, vraiment être la force de ce personnage-là. C'est que presque n'importe qui pourrait dessiner son Batman, même en n'étant pas très bon en dessin, et on pourrait reconnaître assez rapidement que c'est Batman. Il suffit de représenter quelques caractéristiques et puis ça ouvre, aussi la porte à beaucoup, beaucoup de choses. On peut faire, Batman comme on le voit ici dans ce dessin de Michael Shaw, un peu à toutes les sauces. À partir du moment où on conserve certains fondamentaux, mais on peut même se permettre de les étirer, de les changer, de les altérer légèrement, et ben, continuera à reconnaître à chaque fois Batman. Et c'est pourquoi moi je pense que c'est le meilleur design de DC et sans doute peut-être même le meilleur design de personnage, dans le comics. Même si peut-être que, le design d'Hellboy pourrait venir, un petit peu le concurrencer, mais ça c'est une autre histoire et peut-être pour une autre vidéo. Voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous avez pensé, de cette petite vidéo, si vous aussi vous pensez que ce design de Batman est le meilleur de chez DC ou si vous en connaissez d'autres que vous trouvez, beaucoup plus forts. Voilà, bah, écoutez, merci de votre soutien, merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à très bientôt. Ciao.